bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette réunion publique, d'avoir bravé la pluie, la nuit, le vent, de ne pas avoir regardé le match de foot. Voilà. Je suis Clarisse Dollfus, je suis membre de la liste de Philippe Ries, de Cap Plougonvelin, et je vais vous présenter les membres de la liste. Et moi, j'habite Plougonvelin depuis près de 5 ans. Ma famille y est depuis, je pense, l'année 1900. Ayant fait toute ma carrière professionnelle à Radio France, je souhaite donner de mon temps à cette commune de Plougonvelin que j'aime tant. Si tous les membres de cette nouvelle équipe sont bien évidemment singuliers, ils ont en commun l'attachement à Plougonvelin, son développement et surtout la volonté de préserver toutes ses richesses. Autour et avec Philippe Ries, nous avons travaillé en toute collégialité, enrichissant ainsi notre programme. C'est de cette façon que nous voulons notre engagement et notre travail pour Plougonvelin. Donc pour ne pas rallonger cette présentation, je ne vais pas vous dire ce que vous avez sur les listes que vous avez reçues dans vos boîtes aux lettres, mais je vais vous apporter quelques petites infos supplémentaires sur chacun d'entre nous. Tout d'abord, Marie-Claire Coty, qui sera notre première adjointe. Elle va notamment développer à Plougonvelin ce qui s'appelle la démocratie participative et mettra tout en œuvre pour donner à chaque citoyen la possibilité de faire entendre sa voix. Bruno Duvillier n'est pas là ce soir, il est chef d'entreprise et il aura la lourde charge de veiller sur notre budget. Vous connaissez tous le petit camion Randomère. C'est celui de Claude Le Guiton. Notre côte n'a aucun secret pour lui, il veille sur elle et il saura nous la faire mieux découvrir par le prisme commun du tourisme, du loisir pour tous et des ateliers pour les jeunes. Dans tous ces domaines, il reste beaucoup à créer. Marie-Josée Lebeu est cadre de santé à la Cavale Blanche. C'est une sérieuse avironneuse. Elle apportera un solide soutien lors des grands événements sportifs qui sont attendus au Trécir. Patricia Briot, elle, a fait le chemin de Compostelle. C'est pas rien, hein. C'est une randonneuse aguerrie. Elle a aussi travaillé dans les écoles maternelles. Rémi Lemartret, je pense que vous le connaissez, marin, historien, président de FASE, de veiller sur la mise en valeur de nos histoires, de notre riche patrimoine. Il sera notamment notre Monsieur Culture. Nous avons aussi dans ce domaine Jérémy Langlais, cofondateur de la classe bilingue français-breton de Rosavel, amoureux de la Bretagne, de sa culture, de son patrimoine et évidemment soucieux de sa conservation. Guillaume Chevalier sera lui chargé de l'urbanisme et des travaux dans le respect des écosystèmes. Il va avoir beaucoup de travail. La circulation et la sécurité routière dans notre commune sont une préoccupation. Adrien Orcel, enseignant de la conduite, va bien nous conduire, c'est le cas de le dire. Dans le domaine du social, nous avons Françoise Sanquer, qui est médecin. Elle est absente aujourd'hui puisqu'elle fait partie de la réserve sanitaire et a été rappelée pour apporter son aide dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Régine Lerue, aussi dans le domaine du social, qui connaît bien tous les aspects liés à la jeunesse. Son engagement social est sans faille. Martine Stéphan, conseillère en insertion sociale et professionnelle auprès des jeunes demandeurs d'emploi et salariés de 16 à 26 ans. Son expérience comme conseillère municipale déléguée de l'environnement de 2008 à 2014 nous est plus que précieuse. Elle est aussi coprésidente de Tamatam, association qui, comme vous le savez, œuvre pour la transition écologique depuis plusieurs années.
Vous savez tous que Plougonvelin est une commune extrêmement riche en associations, 63, 73 je crois, qui regroupe des gens engagés et chacun dans son domaine va apporter une aide constructive à la commune. Annie Gézéquel, une Plougonvinoise de souche qui connaît bien les familles d'ici, est membre de plusieurs associations, Berthaume, Au Marin, les Mimosas. Elle est aussi adhérente au Repère Café. Guy Jourdain, très impliqué dans la vie associative sportive, mais pas seulement. Brigitte Pichard participe aux activités de la médiathèque dans l'association Lire chez nous, aux activités du jardin partagé de la cabane à Don dans Tamatam. Elle préside aussi l'association d'aide aux migrants Solidarité Iroise. Goéna sont tous deux membres actifs du Repère Café Iroise, qui connaît, comme vous le savez, un essor fulgurant. Jean-Jacques Kervignot est membre de la MAP et de Art Viltensou, association sensible aux questions sur l'environnement qui organise chaque mois un nettoyage des déchets sur le littoral. Il connaît bien aussi tous les problèmes liés à notre piscine puisqu'il a suivi son entretien pendant des années. Jean-Loup Bussière fait partie de l'association Au Marin. C'est un voileux, comme on dit, mais aussi un amoureux des mathématiques. Tous seront les relais indispensables avec les habitants de Plougonvelin. Alain Carcin, ancien pharmacien des armées, connaît Plougonvelin comme sa poche. Catherine Sévaux aura à cœur de veiller sur la protection de notre site, déjà un peu abîmé, bien abîmé, mais il est encore temps de stopper les dégâts. Fabienne Gestin, elle, connaît bien les rouages de l'immobilier et des promoteurs. Aujourd'hui installée à Plougonvelin, elle s'investit dans notre vie locale. Dans le développement numérique que nous souhaitons apporter à la commune, nous aurons l'expertise notamment de Philippe Gouriot, spécialiste des antiquités marines, qui, après avoir eu un commerce dans ce domaine, a procédé à une habile conversion de son activité sur le net. Chantal Legoisse et Rémi Olivier nous apportent aussi leur soutien. Je voudrais terminer, j'espère que je n'aurai pas été trop longue, par notre Benjamine, Constance Sadaillan-Le philosophe en herbe. C'est elle qui, à 19 ans, nous aura donné le dernier mot, celui de Henri-David Thoreau, qui a travaillé sur la nature, sur l'économie, la vie simple au XIXe siècle, et qui disait ceci: l'important, c'est résoudre certains problèmes de la vie, non pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. C'est pour cela qu'elle s'engage dans notre équipe. Et c'est aussi pour cela que nous nous engageons tous, pour vous, à vos côtés. Je passe la parole à notre Monsieur Culture, Rémi Lemartret. Nosvat Danol. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Les Bretons ne connaissent pas leur histoire, sinon la face du monde en serait changée, c'est bien connu. L'histoire de Plougonvelin, que quelques historiens et chercheurs mettent en valeur, faisant que notre commune est particulièrement bien lotie en ce domaine à l'ouest, mérite aussi une attention particulière. Elle souligne le caractère particulier de cette commune, elle est ses racines, elle en a forgé le caractère. Intervention ce soir, d'en faire une présentation exhaustive, mais d'en souligner quelques traits marquants. Plougonvelin est une commune rurale au bord de la mer. Elle est dotée d'atouts majeurs, une terre riche mais dure, une mer si belle à la douceur légendaire. Si. Cette mer, nourricière, si attirante et dangereuse à la fois. Comme pour moduler cette situation par trop avantageuse, elle a aussi hérité d'une structure en chausse-trappe
Plusieurs pôles d'activité se sont fait jour. La Pointe Saint-Mathieu, de nos voisins à l'ouest, le Trésir à l'est, envié par d'autres voisins, et au centre, le bourg, que même son autorité de l'époque pré-révolutionnaire, le curé, avait déserté pour aller vivre à l'Ochrist. Allions à cela de gros propriétaires terriens dont l'intérêt était plus particulier que collectif. Et pourtant, Plougonvelin attira très tôt les technologies nouvelles, l'électricité ou le téléphone, apportés par les militaires ou les administrations civiles. Puis, les infrastructures routières, déjà difficiles à entretenir financièrement, ou encore le tramway électrique qui traversa son territoire. Mais nous savons que la voiture individuelle le condamna. Attendons la revanche du tramway. Tout cela arrivait sans être demandé, et les dirigeants de l'époque acceptaient avec une certaine réticence conservatrice et financière. La commune n'avait pas d'argent, déjà, pour assurer un train de vie de bourgeois. Pressé cependant par le progrès, non dirigé, subit, l'évolution du pays se fit par à coup sans trop de concertation. Le premier édile décidait, les élus obéissaient, la population était mise devant le fait accompli. Diriger, c'est prévoir. Et pourtant, rien ne fut vraiment prévu, et cela se fit quand même, d'où de nombreux problèmes qui se posent encore à nous aujourd'hui. De façon anarchique, les intérêts prenaient le pas sur l'organisation. J'ai là un plan avec moi de 1954 de désenclavement du Trésir à faire pâlir d'envie. Ne dit-on pas, par ailleurs, que les Brestois du Trésir voulurent prendre la main à un moment donné? Si cela reste encore à prouver, cela dénote bien un malaise dans l'organisation de la commune et la présence de strates sociales difficiles à intégrer. Les Plougonvelinoises et les Plougonvelinois autochtones virent se modifier progressivement leur cadre de vie, imposé, sans discussion possible. Si cette situation appartient maintenant au passé, la façon de diriger cette commune n'a pas changé. La décision pyramidale s'impose à tous. Circulez, vous avez voté, discuté. Nous avons la science infuse. Mais il y a peu, un mouvement de fond, national, emportait les anciennes structures politiques plus sûrement que la montée des eaux qui nous menacent. La nouvelle façon de gouverner était-elle possible? Ce mouvement de fond générait un formidable espoir pour demain. Une nouvelle façon de gérer, de décider. Je veux parler de la démocratie participative, dont Marie-Claire va vous dire quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dispenser un cours sur les vertus de la démocratie participative, par ailleurs appelée la démocratie délibérative. Je vais simplement vous faire part en 3 points du raisonnement qui nous a conduits à opter pour cette nouvelle voie. Premier point, nous avons pris conscience que nous sommes plus très à l'aise dans un régime de démocratie représentative classique, pure et dure. Second point, cette forme de démocratie ne nous convient plus. Nous avons d'autres attentes. Troisième point, nous avons trouvé une réponse dans la démarche de la démocratie
participative. Nous avons donc constaté les signes du malaise de la démocratie représentative. Le taux d'abstention ne cesse de monter. Voter une fois tous les 6 ans et attendre passivement les prochaines élections ne suffisent plus aux citoyens, d'autant plus que le monde change très vite et que 6 ans, c'est très long. La légitimité des élus est d'autant plus fragile que la population n'est pas ou peu consultée sur des projets même importants. Celle-ci se sent laissée pour compte, ressent de la frustration et a tendance à bouder les urnes. Bref, le fossé entre la société civile et les élus se creuse. C'est pourquoi nous souhaitons développer une autre forme de démocratie locale, plus dynamique, plus interactive. Pour cela, nous avons travaillé dans le sens d'un rapprochement optimal avec la population, c'est-à-dire vous. Dans notre vision de la démocratie locale, il est essentiel que nous soyons à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, et que nous puissions savoir quelle est votre vision de l'avenir de notre commune. Il nous semble capital que vous puissiez vous impliquer dans les projets de notre commune, afin de retrouver du plaisir à vivre à Plougonvelin et votre lieu de vie. En vous permettant de vous exprimer, de donner votre avis, d'élaborer avec nous des projets, nous voulons construire des ponts entre les élus et les habitants et rétablir ainsi la confiance. L'équipe de Cap Plougonvelin a trouvé dans la démarche de la démocratie participative une réponse pour revitaliser la démocratie locale. Parce que l'idée d'associer le citoyen au projet des élus a fait son chemin et que de nombreux dispositifs ont vu le jour depuis 1990, nous nous sommes intéressés aux expériences locales de démocratie participative mises en place en France, comme celle des communes de Kingersheim en Alsace et de Saillans dans la Drôme, qui ont retenu toute notre attention, car elles pourraient servir de base à la mise en place de la démocratie participative chez nous. Parmi les facteurs déterminants de réussite, nous avons noté que le volontarisme de l'équipe municipale était un élément majeur. Le fonctionnement à l'échelon local compte comme durable. Des améliorations peuvent assez aisément être apportées concernant le problème de la représentativité. Enfin, nous ne sommes pas sans savoir que nous aurons aussi à résoudre quelques difficultés au niveau des réunions de travail, car il s'agira de rassembler au-delà des divisions et de faire de l'unité avec de la diversité. En conclusion, à la lumière de ces éléments, nous pensons que la démocratie participative doit s'envisager à Plougonvelin, car la commune dispose de réels atouts. Volonté politique, le parti pris de traiter les sujets importants via la démocratie participative, et enfin la mise en place de canaux numériques favorisant la participation à la démocratie locale. Avec la démocratie participative, nous sommes convaincus que vous reprendrez confiance en la démocratie tout court. Merci de votre attention et j'invite Philippe à venir au micro. Merci Marie-Claire. Ce soir, j'aimerais partager avec vous mon plaisir. Plaisir d'être presque au terme d'une aventure collective qui a commencé à l'automne dernier. Plaisir et aussi fierté d'être accompagné d'une équipe qui s'est construite sur la diversité autour d'un projet novateur et partagé. De pouvoir vous proposer un projet qui permettra de ne plus subir, un projet qui vous permettra dimanche de choisir.
J'aimerais également ce soir qu'à la fin de notre rencontre, vous repartiez avec 2 chapitres de l'histoire de notre commune, tels 2 cadeaux précieux. Le premier chapitre a commencé à être écrit il y a longtemps, en 1983, avec Louis Caradec. À cette époque, Plougonvelin, c'était en fait 2 groupes communaux et une constellation de fermes. La commune n'était pas riche, le temps semblait figé. La grande œuvre de Louis restera d'avoir su imaginer un avenir commun, unifié, modernisé pour les Plougonvelinois. Et au-delà des péripéties de ces mandats, au final, l'unité du Plougonvelin d'aujourd'hui lui doit beaucoup. L'identité plougonvelinoise et la puissance des liens associatifs et des habitants de notre commune en sont les plus brillantes réussites. Hélas, après son départ, les 2 premiers adjoints qui lui ont succédé à la fonction de maire, adjoints qu'il avait formés, et que j'affronte dans cette élection, ces 2 successeurs n'ont pas compris l'importance d'une vision stratégique partagée de l'avenir. Ils se sont contentés de gérer, parfois fort mal d'ailleurs, et le temps a commencé à se figer à nouveau. Plougonvelin s'est endormi, lentement, mais sûrement. Eh bien, ce soir, nous vous proposons à tous, Plougonvelinois jeunes et plus âgés, arrivés ici par la naissance, par choix ou par les hasards de la vie, nous vous proposons de mettre un point final à ce chapitre. Peut-être avec une pointe de nostalgie pour certains, mais en tout cas sans regret, sans animosité, juste avec la reconnaissance que l'on doit à ceux qui ont œuvré avant nous. Prenez ce chapitre de notre histoire passée comme le premier cadeau qui vous est offert ce soir. Mais, me direz-vous, pourquoi tourner cette page maintenant ? Parce que l'époque l'impose. Parce que les défis que nous avons devant nous ne peuvent plus être ignorés ni être évités. Parce qu'il est impératif de trouver des femmes et des hommes qui comprennent le nouveau monde, qui prennent leurs responsabilités, qui tracent un nouveau cap pour Plougonvelin, un cap avec un avenir commun, qui préserve notre unité, un cap qui nous permettra de relever avec succès tous nos défis. La survie du bourg, l'adaptation au changement climatique, la maîtrise de la dette. Nous nous battons depuis maintenant presque 1 an et demi pour améliorer le projet Cœur de Bourg, imposé par la municipalité sortante. Lorsque nous avons commencé à nous mobiliser, nous étions bien peu. Et pas mal de ceux-là sont avec moi ce soir, ici. On n'est pas d'accord, mais on n'y peut rien, nous disait-on. Fallait-il se battre contre le maire pour conserver un caractère authentique à notre bourg ? Fallait-il se battre pour que le projet soit plus responsable ? Fallait-il dénoncer les incohérences autour des locaux commerciaux ? Incohérences qui pourraient bien nous coûter 1,9 million d'euros à l'arrivée. Fallait-il se battre contre les fausses annonces faites autour de ce projet ? Fallait-il se battre pour sauver l'histoire et les vieilles pierres de notre petite école du 19e siècle ? Oui, il le fallait. Et il se trouve qu'en Bretagne, les vieilles pierres ont une âme. On dit même que parfois, elles ont si soif qu'elles trouvent la force d'aller boire à la rivière.
Alors, pour la petite anecdote, ceux qui connaissent la légende des pierres de Plouhinec pourront la raconter aux autres. Manifestement, nous avons, nous aussi, retiré la force de nous battre contre l'impossible, de contrer l'inéluctable, c'est-à-dire la destruction annoncée comme imminente du bourg. Et même les hirondelles nous ont donné un petit coup de main, peut-être devrais-je dire un petit coup d'aile. En nous permettant de geler cette destruction pendant l'été, aujourd'hui, les murs sont toujours debout et vous avez l'occasion unique pour la dernière de voter pour sauver ce qui peut l'être de ce projet. La municipalité Gouérec, qui rêvait que tout soit rasé avant les élections, a... Mais ils ont fort peu démocratiquement accéléré la procédure de vente sans attendre votre verdict. La municipalité sortante a voulu nier votre pouvoir démocratique. N'étant plus totalement maître du projet, il nous faudra négocier. Mais nos contacts avec la direction de BMH permettent de penser que des points sont amendables. Nous nous engageons à sauver ce qui peut l'être. Mais nous nous engageons aussi à développer un vrai projet Cœur de Bourg, qui doit être autre chose qu'une opération immobilière. Le vrai Cœur de Bourg se situe entre la mairie et l'église, et c'est de là que peut renaître un avenir partagé. Nous proposons d'utiliser l'espace en quasi-ruine derrière la mairie. Dans cet espace, entre la mairie et la maison des associations, nous construirons la grande salle républicaine qui manque à Plougonvelin. Le conseil municipal doit se tenir dans une salle avec une solennité républicaine digne de cette assemblée. Pouvoir se faire dans une salle à la hauteur de l'événement. Ce genre de lieu symbolique, comme les agents d'ailleurs de la fonction publique trop souvent oubliés, sont essentiels à la force de la République. Prenons-en soin. De plus, certains clubs de loisirs, diverses associations, comme par exemple le Ripper Café, dont on a déjà parlé, ont besoin d'un lieu vaste et équipé, permettant de développer une activité qui draine énormément de monde. Ce genre d'activité constitue aussi la première pierre d'une forme nouvelle d'économie qui est en train de se construire et que nous voulons favoriser. Cette salle, équipée correctement, pourrait aussi servir de point de connexion numérique et de rencontre. Il est envisageable, enfin, d'y adjoindre le local pour les jeunes qui nous manquent si cruellement à Plougonvelin. Pour en finir avec les jeunes en déshérence, ce lieu sera encadré. Nous voulons les impliquer en leur ouvrant les portes d'un conseil municipal ado avec de réelles responsabilités, des projets et des moyens qui correspondent à leur mode de vie et d'action. En complément, l'extérieur pourra être aménagé en parc d'enfants et zone de détente. Ainsi, nous ferons revenir les gens dans notre bourg. Alors seulement, la machine économique pourra se remettre en marche. Nous proposerons dans le bourg un lieu qui pourra être partagé à temps partiel par les acteurs économiques des circuits courts ou saisonniers. Nous souhaitons qu'une structure hôtelière légère puisse s'installer au bourg, mais aussi sur la côte. Partout, cela sera possible, pour que Plougonvelin puisse enfin profiter des flux des nombreux randonneurs, des festivaliers ou encore des pèlerins partant pour Compostelle, par exemple. Nous voulons créer un service complémentaire à l'Office du tourisme capable d'organiser des séjours autour de nos services culturels et de notre patrimoine absolument exceptionnel.
Enfin, nous voulons inciter, accompagner, promouvoir et favoriser l'installation de nouveaux commerces et artisans de centre-bourg. Ceci est la façon dont nous voulons relever le défi du cœur de bourg et qui pourra servir d'exemple pour développer les activités économiques estivales du Trésir et du Perzelle, autour de la famille, de l'économie du sport de plage, de la fête, et également celle autour des activités culturelles. Concernant le deuxième défi, celui du changement climatique et de ses conséquences sur nos côtes, en particulier au Trésir à nouveau, notre volonté est de nous battre en anticipant la montée inéluctable des eaux. Heureusement pour nous, d'autres communes du littoral français affrontent déjà ce problème. Elles ont testé plusieurs solutions, ce qui nous permettra d'agir rapidement et avec efficacité. Notre première action sera de lancer un audit approfondi des zones côtières habitées, puis de lancer les actions de protection qui s'étaleront forcément sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Nos premières analyses nous permettent de penser qu'un renforcement de la dune par des moyens majoritairement naturels est possible. Nous ne pouvons pas empêcher la mer de monter, mais nous avons bon espoir de transmettre notre rivage dans un bon état aux générations futures. Il n'est pas trop tard pour le faire, mais que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Nous sommes dans cette élection les seuls à porter cet espoir de façon crédible et volontariste. Et si le problème ne commence pas à être traité dans le prochain mandat, le temps perdu ne pourra probablement pas être rattrapé. Si vous voulez relever le défi des impacts maritimes du changement climatique, c'est à cette élection que vous devez faire ce choix. Le changement climatique se combine aussi avec les erreurs d'urbanisme qui créent une imperméabilisation accélérée des sols. Les pluies ne pénètrent plus comme avant dans les sols, elles sont canalisées dans les réseaux qui deviennent peu à peu sous-dimensionnés, à cause de l'expansion des constructions en particulier. Outre les inondations, cela menace également la qualité de l'eau de baignade. Notre volonté est de capacité naturelle d'absorption partout où cela est possible. Choisissons des revêtements perméables. Préservons la végétation des zones urbaines stratégiques. Continuons à réhabiliter les talus. Replantons des arbres et de manière générale, verdissons, fleurissons notre commune et qu'elle retrouve un caractère rural marqué. En faisant cela, nous améliorons notre image et notre qualité de vie tout en gérant le problème de l'imperméabilisation des sols. La dette. La dette est également un défi majeur pour notre commune. Alors, nous avons certes quelques corrigans dans l'équipe, mais hélas, ils ne savent pas faire de tour de magie et donc il est impossible de la faire disparaître. Cependant, nous avons la volonté de profiter des taux historiquement bas pour la restructurer. En pratique, ça signifie deux choses. Nous devons chercher à renégocier les prêts aux taux les moins intéressants en allongeant de plus raisonnablement la maturité. Concrètement, ça veut dire allonger la durée de remboursement. Et pour ce qui concerne le prêt toxique en francs suisses, nous voulons le racheter de façon à supprimer le risque de change qui nous a coûté si cher dans le passé et qui pourrait rapidement exploser à nouveau. Il n'est pas acceptable pour une collectivité de faire peser un tel risque pour des raisons de spéculation financière. Nous aurons dégagé des marges de manœuvre qui, combinées aux revenus issus de la croissance démographique, celle entamée par la municipalité actuelle, parce que pour notre part, nous sommes plutôt pour une stabilisation. Donc en faisant ça, tout cela nous servira à financer nos projets sans devoir recourir à un coup de massue fiscal.
Et là encore une fois, nous ne pouvons pas espérer avoir une seconde chance. Les taux d'emprunt historiquement bas ont peu de chances d'être à ce niveau dans 6 ans. Quant à la dette en francs suisses, plus tôt nous en serons débarrassés et plus tôt nous maîtriserons ce que nous avons à rembourser, tout simplement. Dimanche, vous ferez un choix financier qui ne vous sera donné qu'une fois. Les défis que je viens de vous décrire et que nous devons affronter sont les raisons pour lesquelles nous sommes forcés de tourner la page. Mais pour écrire les suivantes, il faut des outils qui conviennent à l'époque. Et l'époque bouillonne de contestation, de méfiance, de rejet de la vieille politique et des élus formés au temps de la toute-puissance. Nous en avons tous souffert. Et Cœur de Bourg en est un exemple absolument caricatural. Certes. Mais alors, quelle garantie nous pouvons vous offrir de ne pas tomber à notre tour dans les mêmes travers? Devez-vous nous faire confiance juste parce que nous sommes les nouveaux d'élection et donc ceux qui naturellement vont gagner à la grande lessive du dégagisme? Non, assurément. Votre confiance doit se fonder sur notre volonté de mettre en place la démocratie participative et collaborative dans notre commune et le fait de l'avoir pratiquée pour nous-mêmes. Marie-Claire vous a expliqué en quoi ça consistait. Nous avons largement construit notre programme sur cette approche. Nos coéquipiers et des personnes ressources venues de l'extérieur ont pu co-construire le projet que nous vous proposons. Nous avons travaillé de façon ouverte. Et c'est globalement cette façon de faire et qui existe dans d'autres communes que nous allons mettre en œuvre à Plougonvelin. Nous développerons les outils pour améliorer la communication. Nous multiplierons les espaces de dialogue autour des commissions municipales. Il est nécessaire d'aller chercher les connaissances et les compétences là où elles se trouvent et aucune municipalité ne devrait se passer des associations et de vous. Chaque fois que cela sera possible, avec la réalisation de nos projets, nous utiliserons les outils des budgets participatifs ou le financement par la foule, ce que certains appellent le crowdfunding. Et pour tous les projets où la légitimité démocratique doit être réaffirmée, nous utiliserons l'outil du référendum d'initiative locale. Le conseil municipal doit être le cadre de l'action publique municipale. Il ne doit pas être le carcan de la démocratie. Alors oui, vous pouvez nous faire confiance parce qu'en votant pour la liste Cap Plougonvelin, c'est bien vous qui participerez à la construction des projets et de leur réalisation. C'est grâce à la légitimité démocratique renforcée que vous nous apporterez, ainsi que nous pourrons peser à la CCPI, comme auprès de l'administration de l'État, pour défendre des projets que tant d'autres jugent impossibles ou utopiques. Aujourd'hui, les citoyens disposent de moyens d'expression qui n'existaient pas hier. Le vieux monde politique n'est pas obsolète à cause de sa vieillesse, mais à cause de son inadaptation à l'époque. Nous voulons mettre en place une commune en phase avec l'époque, en phase avec vos attentes. Et finalement, pourquoi faisons-nous tout cela? À cause de l'urgence? Parce qu'il faut bien réagir? Certes, sans doute. Mais surtout pour des raisons beaucoup plus positives et constructives. Il existe une vraie qualité de vie à Plougonvelin. Un bien-être particulier, c'est pour le préserver et être en mesure de le transmettre à nos enfants et aux générations futures que nous sommes là ce soir devant vous. Nous protégerons notre patrimoine exceptionnel et en donnerons une image positive, globale, cohérente, source de fierté.
Nous voulons que cela nous profite et dynamise nos activités économiques et culturelles. Nous défendons une culture bretonne vivante. Pas une culture qui met un drapeau Gwenadu sur des crêpes surgelées, non. Une culture où les noms de rues ou de quartiers racontent l'histoire du lieu. Une culture ouverte qui partage avec nos visiteurs aussi bien les histoires de Berthaume ou de Saint-Mathieu que les bons mots imagés de la langue. Une culture qui invite à créer du beau, de la nouveauté, le monde qui change si vite. Nous rendrons à Plougonvelin son double visage heureux de commune rurale et estivale en travaillant à la définition d'un style plougonvelin, minéral et végétal, rural et côtier. Partageons joyeusement l'âme de nos campagnes et de nos plages en empruntant des routes apaisées, sécurité, désencombrées grâce à des parkings extérieurs et des navettes. Créons enfin de vraies pistes cyclables aménagées, irriguant le bourg et partant vers le stade ou le Lanou. Que toutes les générations de Plougonvinois puissent enfin se déplacer en toute sérénité. Voilà donc une grande partie de notre projet. Vous pourrez trouver tous les autres éléments sur le site web ou en discussion avec nous sur Facebook. Et voilà donc le second cadeau dont je vous ai parlé. Le nouveau chapitre de Plougonvelin avec lequel je vous propose de repartir ce soir. Mais attention, ce nouveau chapitre n'est pas encore écrit. Je vous ai donné ce soir le cap que nous vous proposons de suivre. Je vous ai présenté les outils avec lesquels nous vous proposons de travailler. Mais il nous reste dimanche à valider le ticket de voyage. C'est en nous accordant votre confiance que nous pourrons relever les défis. C'est en nous accordant votre confiance que nous pourrons mettre en place une nouvelle démocratie communale. C'est en accordant votre confiance que tous ensemble et pour longtemps, nous pourrons continuer à écrire dans le nouveau chapitre de notre histoire. Il fait bon vivre à Plougonvelin. Je vous remercie. Voilà, j'ai un peu soif, alors ça va être à votre tour de parler. J'imagine que certains d'entre vous souhaitent intervenir, nous poser des questions. Donc Clarisse va passer, qui avait préparé sa question. Ah, pas de chance, en plein milieu. Très soif. Bonsoir, Rosane Bouche du Salon IR, plaisir. Bonsoir Rosane. Présidente de l'Association des artisans, commerçants et professions libérales. Je vais reposer exactement la même question que j'ai posée hier soir à Israël D'accord. Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur Plougonvelin, plaisir. 30 ans que la station balnéaire du Trézir était très renommée. Actuellement, je trouve qu'on a touché le fond. Je voulais savoir la solution que vous avez pour redynamiser le Trézir et ses commerces. Très bien. Une autre. Alors je la prends. Hein. Et je vais y répondre. C'est longuement, c'est important. Quelqu'un d'autre ou j'embraye? Bon, je vais embrayer sur la réponse. Alors, sur la partie économique, vous avez vu qu'on a pu développer beaucoup le bourg. C'est pas qu'on a oublié le Trézir, c'est pas qu'on a oublié non plus la partie Intermarché ou d'autres éléments. C'est simplement qu'il y avait une urgence particulière au bourg. D'abord, économiquement, nous considérons et nous devons considérer que l'économie du bourg, ce n'est pas l'économie du Trézir, elle a d'autres spécificités, ce n'est pas non plus évidemment l'économie de la zone artisanale, ce n'est pas non plus l'économie d'Intermarché. Chaque morceau de Plougonvelin a des spécificités. Donc nous avons travaillé beaucoup sur à quoi ressembler l'économie du bourg. Pour ce qui est du Trézir, le Trézir, je pense, la perte de puissance économique est la conséquence de la perte de la vitalité de ce que sont de ce qu'est la saison estivale.
La saison estivale, c'est des familles qui vont sur la plage, c'est des éléments festifs. Tout ça, au fur et à mesure du temps, s'étant délité. Les commerces en ont pâti. Ça a engagé une spirale qui était évidemment très négative. Est venu là derrière des bouleversements économiques majeurs avec l'économie numérique, donc il y avait une adaptation à faire. Et donc c'est un phénomène effectivement long, durable, profond, qui vous amène, oui, au fond du temps, si on ne fait rien. Donc ce que nous allons faire en urgence, parce qu'il y a le bourg qui démarre, mais je vous propose, lorsque vous aurez compris comment on veut travailler sur le bourg, de faire la même réflexion avec tous les acteurs, alors pas seulement du Trésil, hein, tous les acteurs de la côte qui interviennent, puisque le Perzel aussi, il y a quelques acteurs, sur la réflexion de que sont les vacances à Plougonvelin. C'est quoi l'économie estivale à Plougonvelin? Est-ce que vous souhaitez que ce soit Ibiza? Est-ce que vous souhaitez que ce soit familial? Déjà, ça commencera par là. Après, de point de vue global, je pense qu'il est très important que la mairie s'engage économiquement sur la partie qui la concerne. Or, il se trouve que sur la partie d'économie, toute commune de France d'ailleurs, a ce qu'on appelle un monopole économique naturel, à savoir son nom. Le nom est fondamental comme point d'entrée dans l'économie économie numérique. Donc la commune doit vous aider à avoir cette porte-là, sinon vous allez vous faire définitivement défoncer par les GAFA, Amazon et compagnie. Donc nous pouvons, au niveau de la commune, organiser ces portes d'entrée économique. Ensuite, nous devons travailler ensemble à définir ce qu'est le commerce que vous voulez mener en période estivale, voire au-delà d'ailleurs, pourquoi pas étendre, puisque si le temps change, il peut aussi changer positivement. Et ça, on le travaillera ensemble, clairement. Je ne sais pas si... Enfin, je ne peux pas répondre ce soir complètement à la question. Par contre, je vous promets que sur cette base-là, nous devons et nous pourrons travailler ensemble. La démocratie participative, elle marche aussi pour l'économie. Et j'espère que les gens du Trésil vont pouvoir s'en sortir. En tout cas, au-delà des mots, qui sont un peu faciles, hein, on va vous soutenir, etc., on a une première réflexion donc, sur l'urgence du bourg et on fera tout pour l'appliquer à la partie estivale, donc à la partie côtière. Bonsoir, Isabelle Kevorkian. Vous avez dit qu'avec la démocratie participative, nous, citoyens, allions construire votre vision. Vous avez parlé de projet et pas de programme. Et vous vous référez à Louis Caradec, qui a été un maire bâtisseur à une commune où c'était l'époque de grands projets, et un maire également visionnaire. Mais l'époque a changé et je ne crois pas que ce soit l'heure de grands projets. Et vous avez terminé en disant « vous réaliserez ». Mais concrètement, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'un cap suffit-il à vous donner envie de voter pour vous? Alors, d'abord, pour Louis Caradec, si je l'ai mentionné, c'était pour fermer le chapitre Louis Caradec. D'accord. Et je n'ai pas retenu non plus de sa version bâtisseuse, même évidemment si c'est ce qu'on voit, qui reste entre autres au forum. Et regardez de lui sa vision d'unificateur. C'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, je me suis peut-être mal exprimé. Donc sur la partie Caradec, c'est le passé que j'ai voulu fermer, en lui rendant hommage, parce qu'il me semble que lorsqu'on a œuvré comme lui sur tant de temps et qu'on a tant transformé sa ville, il est bon parfois de rendre hommage aux gens. Sur la deuxième partie, alors là, on est dans le dur de comment est-ce que vous allez vous approprier la démocratie participative, et c'est quoi ce truc-là? Oui, dans la démocratie classique représentative, je serai devant vous, je vous expliquerai combien j'ai compris les choses, combien je suis le dirigeant qu'il vous faut. Dimanche, vous m'accorderiez ou pas vos votes, et après, voilà, rendez-vous dans 6 ans. Mais la démocratie participative, collaborative, elle ne fonctionne pas comme ça. Si dès le départ, je vous dis ce que vous allez faire dans les commissions auxquelles vous participerez, vous m'excuserez, mais vous faites de la présence. Ce que je vous dis, moi, ce que nous disons, nous, c'est nous avons vu un certain nombre de grands problèmes. Nous voyons comment globalement y aller et sur le fait qu'il faut absolument y aller.
Mais le chemin que nous le ferons forcément ensemble. Il y a très très peu de domaines de la commune où on devra prendre des décisions sans vous. Typiquement, c'est les domaines du CCAS, où il faut forcément de la confidentialité, puisque par nature, on ne va pas mettre sur la place publique différents problèmes qu'il y a. Mais dans énormément d'autres problèmes, on vous dit globalement, nous, équipe communale, on veut aller vers cette direction-là parce qu'elle nous semble très structurante, très importante, mais on vous demande votre avis pour savoir comment vous pensez qu'on doit construire toutes les briques de ce chemin. Si on arrive en disant on a tout, c'est pas la peine d'aller vous voir. Et si on ne va pas vous voir, eh ben on se retrouve dans la situation actuelle, on se retrouve avec des projets qui descendent de tout en haut, qui sont loin d'être parfaits parce qu'on s'est peut-être trompé ou on n'a pas tout vu, mais en tout cas qui ne vous plaisent pas. Mais dans l'ancien modèle, vous n'avez plus qu'à râler, vous pouvez râler dans le vide pendant tout que vous voulez, vous avez une fois tous les 6 ans votre avis vaguement à donner. Entre-temps, c'est fini. La démocratie participative et collaborative, c'est pas ça du tout. Alors je comprends bien qu'une des difficultés qu'il va falloir faire passer, c'est que vous compreniez dans les faits. Parce qu'intellectuellement, c'est sympa. Et on va vous demander votre avis, oui, on est d'accord, on vous demande votre avis. Mais dans la pratique, ça change vraiment. On va vraiment vous demander votre avis. Et parmi vous, on va aller chercher ceux qui ont la pépite et qui connaissent parfaitement le sujet. Et on trouve vraiment des gens qui ont des pépites, qui ont des expériences. Ces gens-là, il faut les avoir dans les comités qui travaillent là-dessus. Ensuite, la façon la plus aboutie de faire les choses, mais il y a des choses intermédiaires. Les budgets participatifs qui existent déjà, qui ont été mis depuis quelques années à Brest, par exemple. Budget participatif, c'est, classiquement, on va réserver 5% du budget d'investissement, puis on va faire des appels à projets. Là, c'est bien vous qui allez apporter les choses. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on va faire sur le budget collaboratif, le budget participatif, c'est mettre en place la structure, parce qu'il va falloir avoir des appels à projets qui ressemblent à quelque chose, il va falloir avoir des procédures de choix qui ressemblent à quelque chose, et une décision finale qui soit non contestable. Donc, on va mettre en place la structure. Mais comprenez bien, dans notre histoire de démocratie participative, si tout se passe bien, c'est vous qui bossez. Nous, on donne la structure, on donne l'élan, on donne l'orientation générale. Mais la vraie démocratie, elle est là. Mais c'est une éducation. Tout ça. Depuis notre naissance, on nous explique que c'est super bien de voter, mais entre deux votes, on nous explique qu'il faut surtout la fermer. Mais voilà, le temps a changé. Et aujourd'hui, on ne peut vraiment plus faire comme ça. Et ça fait 1 an et demi qu'on a des gilets jaunes. Alors, ils n'ont pas non plus réussi à changer le système. Alors, eux, leur problème, les gilets jaunes, c'est qu'ils protestent, mais ils n'ont pas de structure, justement, de relais qui permettent d'enclencher les choses. Donc, nous, on ne veut pas l'anarchie. On veut se servir de tous les moyens de la République tels qu'ils sont actuellement. On veut se servir de la structure du conseil municipal parce que derrière, il faut cadrer avec la loi, il faut cadrer avec les autres administrations, avec les autres collectivités. Mais tout ce que vous connaissez, tout votre savoir, toute votre énergie, amenez-le au sein du conseil municipal, ou plus exactement des commissions, pour co-construire ces projets. Cœur de Bourg est typiquement un projet où on comprend très bien que ce qui aurait pu être fait de façon participative. Ça n'aurait pas dû être compliqué, ça n'aurait pas dû être si conflictuel. Voilà, c'est ça la démocratie participative. Alors il va falloir du temps pour que ça passe. On comprend bien que probablement les premiers qui adhéreront, ce sont les associations. Parce qu'elles sont déjà structurées, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ont déjà l'habitude de parler, de mettre en avant ce qu'ils savent, de participer. Ok, si dans un premier temps on a que les associations, on travaille avec les associations. Mais in fine, j'espère bien que dans 6 ans, si on a cette discussion-là, vous aurez tous compris non seulement l'intérêt, mais la puissance de la démocratie participative. Parce que ça marche ailleurs, c'est pas un truc qu'on est en train d'inventer ou tester, voilà, parce qu'on s'est rencontré il y a quelque temps, on a fumé quelque chose, voilà. Donc la démocratie participative, vous allez vous l'approprier, il est normal qu'on ne vous donne pas autre chose qu'un cap. Bon, voilà, j'arrête, je suis un peu long. D'autres questions? Oui, bonsoir. Le jeune des Veillards. C'est une question sur le petit patrimoine, donc, qui s'adresse
plus spécialement Rémi Martret. Il y a quelques années, il y avait une équipe de bénévoles qui entretenait fort bien le petit patrimoine du Puy d'Enghien. Puis, cette équipe s'est arrêtée de fonctionner brutalement, sans qu'on sache très bien pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé? Un court résumé. Tu veux sans doute parler de la STEP, l'entretien du petit patrimoine, qui était une des 2 sections d'activité de l'association FAS. L'un de nos membres et le chargé, plus exactement, de cette section technique, s'est ému de la situation des étangs de Caruzas qui avaient perdu leur enceinte et qui laissaient les cygnes en particulier en dehors de l'étang en question, parce que le niveau de l'eau avait monté, l'îlot qui se trouvait au milieu ne servait plus à ce pourquoi il était. Les cygnes pondaient en dehors de l'étang. C'est la raison pour laquelle il est intervenu auprès des instances locales pour demander à ce que la mairie intervienne. La mairie n'est pas intervenue sur ce coup-là et il a décidé par lui-même de creuser, non pas un fossé, mais enfin de creuser un sillon pour permettre au niveau de l'étang le plus bas de descendre. La discussion qu'il a pu avoir avec les représentants de la mairie et avec le représentant du service technique s'est quelque peu envenimée. Et après avoir creusé ce sillon, ce sont les éléments que j'ai et qui m'ont été fournis, le responsable des services techniques a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre cette personne. Devant l'état de fait, toute l'équipe de la STEP a décidé d'arrêter son activité. J'avais demandé à être reçu par le maire suffisamment tôt pour arrêter cette procédure qui est quand même particulière sur une commune de notre taille. Je n'ai eu d'entrevue que après que notre représentant ait été convoqué, reçu à la gendarmerie, traité comme un délinquant. L'émotion a été forte. La démission de l'ensemble du groupe. J'ai répondu à la question? Une autre question? Bonsoir. En fait, j'ai 2 questions. Je vais me permettre de les poser les 2 si ça ne vous dérange pas. Qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est au sujet. Alors, j'avais plus loin depuis seulement 1 an et demi, donc vous me pardonnerez de Vous êtes pardonné d'avance. Du protoxique, et donc si j'ai bien compris, c'est lié à la piscine. Donc je me demandais s'il fallait s'attendre à la suppression de la piscine. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, vous n'avez pas parlé de comment mettre en place, enfin, quel programme vous allez mettre en place pour l'environnement dans la commune, en particulier sur les circuits courts, sur l'économie circulaire. Et donc je voulais savoir si vous aviez un cap sur ce point-là. Merci.
pour les prêts toxiques, alors qu'est-ce qu'on appelle prêts toxiques? Alors, ce sont d'anciens prêts qui ne concernent pas que les communes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a eu un jugement et la banque qui a émis ces prêts a été assez lourdement condamnée. C'est un jugement qui concernait des particuliers prêts, c'est-à-dire c'est des prêts construits de façon un peu compliquée, pas très compréhensible pour celui qui les signe, et en particulier, il ne comprend pas que son prêt, en fait, il ne sait pas combien il va rembourser, tout simplement parce que derrière, il y a un risque de change, c'est-à-dire que lui, il paye en euros, alors que le prêt est en fait indexé sur le franc suisse. Comme il se trouve que le franc suisse est une monnaie au minimum stable, mais plutôt forte, lorsque l'euro a eu des soucis, eh bien, l'écart de parité s'est fait jour une première fois et on a sévèrement brouillé il y a quelques années. Et cette chose-là pourrait parfaitement se reproduire à tout moment. Et en ce moment, on est un petit peu inquiet de ce qui se passe puisqu'il y a un dérèglement général de la finance. C'est pas sûr qu'à nouveau l'euro soit flamboyant par rapport à ça. Donc ces prêts-là, c'est incompréhensible qu'on l'ait encore. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Est-ce que ça signifie qu'on va se débarrasser de la piscine? Alors, si la réponse pouvait être si évidente et si simple, il y a longtemps, je pense qu'on aurait la réponse. Aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire on va garder ou on va supprimer la piscine. Tout simplement parce que les paramètres sont extrêmement divers. La piscine est un atout extraordinaire pour la commune. C'est un vrai service public. Donc sur cette partie-là, on dit quoi qu'il arrive, il faut le garder. Mais effectivement, quand on regarde en face, la piscine a un problème de dette. Si avec ça, ce serait douloureux, mais la dette finit par un jour s'arrêter. Mais il n'y a pas que ça. La piscine a été construite, alors j'ai fait un long post là-dessus, je ne vais pas tout refaire, allez voir sur le site de campagne, la piscine n'a pas été construite au bon endroit, elle est au maximum de ce qu'elle peut faire en termes de services, elle vieillit prématurément, il va falloir réinvestir dedans, de soucis derrière, qui fait que, voilà, d'un côté on a des arguments clairs pour dire il faut la garder, et de l'autre côté il y a des arguments clairs pour dire sauvons-nous. Ce qu'on vous dit et ce qu'on vous promet, ce n'est pas de la fermer ou de l'ouvrir, de continuer de l'ouvrir, c'est de vous présenter dans la démarche générale de la démocratie participative telle qu'on vous l'a en partie présentée, tous les éléments de décision. Ce qui va vouloir dire qu'on va aller en chercher un certain nombre, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Par exemple, si on doit la détruire, combien ça coûte? Personne n'a encore regardé, puisque personne n'a envisagé le truc. Donc, à un moment, on va vous présenter tous les éléments de pour et de contre, et c'est un des cas qui nous semble absolument pertinent pour faire un référendum d'initiative locale. Donc, au final, notre objectif, c'est qu'avant la fin du mandat, on puisse vous présenter tout ça et qu'on puisse tous sereinement décider ce qu'il faut en faire. En sachant que quoi qu'il arrive, ce sera une décision douloureuse. Moi, la piscine, j'y vais, j'ai pas envie d'avoir détruit. Mais je comprends bien qu'à côté, si on continue à exploser, ça ne va pas. Voilà. Ça, c'est pour la piscine. C'était quoi l'autre question? Ah oui, les chemins doux. Martine, tu veux peut-être... Sur l'environnement. Je laisse la parole à la spécialiste des chemins doux de l'environnement, puisque Martine a largement et longuement travaillé là-dessus. Oui, c'est l'économie circulaire. Économie circulaire en plus, mais ça n'était pas totalement... Non, mais je vais répondre sur l'économie circulaire. Je suis membre du collectif Tamatan qui a été créé en 2008 sur Toulouse-Velin. Nous sommes quelques représentants dans cette équipe. Nous avons travaillé à la mise en place d'une AMAP il y a quelques petites dizaines d'années. Nous avons donc créé ce collectif de participants à l'achat de produits près d'un agriculteur qui s'installait en agriculture biologique. Il a pu du coup avoir une trésorerie, on était une petite cinquantaine de familles, à prendre des paniers toutes les semaines et donc à avoir payé par avance. En fait, c'est les tontines, c'est un système qui existe depuis très très longtemps, qui doit être vieux comme le temps, l'existence de l'argent après les trocs en fait.
Et du coup, il a réussi à monter son affaire sur Plogovelin, donc c'est le maintien de l'agriculture paysanne. Et il travaille aujourd'hui pour une 50aine de familles. Et il a des employés. Il vit, lui, de cette activité. Et il a des salariés, puisque l'objectif, comme disait Rosane tout à l'heure, c'est aussi de maintenir les activités sur la commune et de voir comment chacun peut y rester. L'objectif, effectivement, ce serait de développer tout ce système d'économie circulaire. Le Ribert Café a été un peu aussi le principe de ne pas jeter, de garder les produits que l'on peut encore utiliser, de les réparer, de les transformer et de les réutiliser. La cabane à thon fait aussi partie de cet objectif-là de Tamatam, de faire en sorte que les produits n'aillent pas à la déchetterie, mais servent à des personnes qui sont d'accord d'utiliser non pas des produits neufs, mais des produits déjà usagés. Je participe aussi, moi, tous les 5 semaines avec l'association Un peu d'air, que certains d'entre vous connaissent sans doute, sur Brest, qui est installée dans le cadre de tout ce qui est recyclage et réutilisation des produits. Donc ils récupèrent, ils collectent chez l'individu, mais aussi sur nos déchetteries, surtout de la CCPI, à un rythme pour nous à Plogovelin de toutes les 5 semaines, les produits que les gens veulent bien nous apporter. Et je peux vous dire que ça fonctionne et que bien souvent le samedi, quand ils viennent à Plogovelin, le camion est plein pour repartir sur Brest et les produits sont remis en état ou réutilisés dans l'état et servent à des personnes qui en ont besoin, mais aussi à des personnes qui ont fait le choix aujourd'hui de ne plus acheter de façon compulsive ou sur les sites ou dans les magasins lorsque les soldes mettent des produits à bas prix, etc., qui ne payent pas le travail des gens qui les ont produits. Donc tout ça, c'est une réflexion évidemment que nous allons porter. La map existe. Ben on va... Qu'est-ce que vous allez faire de plus, par exemple, en ce qui concerne la cantine? Est-ce que vous avez... mais moi j'ai travaillé comme élu à la commune de Plogovelin. On a multiplié presque par 2, et je sais que l'équipe qui était derrière moi a continué à utiliser les produits de l'agriculteur dont je vous parlais, et aussi de l'agriculteur qui est à... Donc on était sur les produits bio, de l'agriculteur qui est installé, qui fait des laitages. Voilà, cet esprit-là existe et on veut le poursuivre et le développer. Le développer, voilà, c'était ça ma question. Non, mais il n'y a pas de souci pour moi, en tout cas. Et je pense qu'on est l'équipe. Dans ce contexte-là, sur Plogovelin. Et donc ma question, c'était voilà. Oui, non. Est-ce qu'il y a un objectif? Oui, et aussi les zones à dos. Voilà. Ou zéro phyto dans la commune? Oui, il n'y a pas de problème pour les zéro phyto. On les a souhaités en 2008, on n'y est pas arrivé. C'est la loi qui a rattrapé le zéro phyto sur la commune, puisque la commune se doit de travailler en zéro phyto sur les espaces publics, sauf le cimetière, mais je sais que le travail a été mené par les équipes et par des bénévoles pour entretenir le cimetière de façon différenciée aujourd'hui. Et le reste, c'est le terrain de foot qui avait des travaux, qui avait des... Jean-Pierre, parce que les ouvriers, de toute façon, l'objectif, alors moi quand j'ai travaillé sur la commune, quand j'ai été élue, c'était d'associer les salariés de la commune, comme on vous dit aujourd'hui qu'on va associer les associations, les habitants de la commune. Quand on a été élu, moi j'ai travaillé avec toutes les équipes d'entretien qui utilisaient des produits qui étaient plutôt nocifs, à essayer d'aller dans des produits propres, etc. Il y a tout un travail qu'il faut faire de toute façon. Les équipes sont preneuses, elles sont attentives, elles participent. Moi j'ai mis en place un guide d'utilisation des usages à l'économie d'énergie, à l'économie de produits, qui est dans toutes nos structures normalement encore aujourd'hui, parce que je l'ai vu à la mairie récemment. Voilà, c'est ça qu'il faut continuer à développer en action avec la population, les élus vers la population et les élus vers les salariés de la mairie. Juste un petit complément. Enfin, dans ces nouvelles formes d'économie, en fait, c'est plein de petites briques qui essaient de se mettre en place pour pouvoir grandir. Et nous, là-dedans, la vision
vision globale de tout ce qui se passe et d'essayer, là où c'est nécessaire, de mettre les briques intermédiaires. Par exemple, dans le projet Cœur de Bourg, on a l'idée de vouloir réserver un lieu qui pourrait être partagé, justement, entre autres, par les acteurs de l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que ces acteurs-là, ce sont des petits producteurs, ils ont besoin de vendre, alors soit on va directement à la ferme, mais si ça se limite à la ferme, on va perdre des clients, ou soit ils voudraient bien être en ville, mais ils n'ont pas matière à avoir un local à plein temps en ville, dans le bourg en tout cas. Donc l'idée c'est de, constatant ce besoin-là, que la mairie prenne un local, puisqu'il a hélas de vide, et puis qu'on s'organise pour pouvoir le mettre à disposition à temps partiel, partagé en fonction des besoins. Et ça marcherait aussi bien pour l'économie circulaire qu'éventuellement pour des saisonniers qui auraient besoin d'une vitrine dans le bourg. Voilà, on ne peut pas définir a priori une stratégie très très claire, très très marquée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs, il y en a des nouveaux qui arrivent, on ne sait pas ce qu'ils vont proposer, on ne sait pas quel va être leur besoin. Mais globalement, il y a une ruche à organiser et des moyens de facilitateurs à mettre en place. Et voilà, et on retombe de nouveau dans la discussion autour de la démocratie participative. Qu'est-ce que vous avez, vous, besoin, acteurs économiques, qui voulez vous lancer sur ce domaine-là, entre autres, c'est sur autre chose, on discutera aussi. Et puis comment nous, on doit y répondre. Nous, on a en tout cas la volonté d'être des acteurs économiques, pas concurrentiels, mais facilitateurs de la mise en place de ces nouveaux marchés qui se construisent. Et vous êtes la bienvenue. Oui, je me permets de vous interroger au nom de la démocratie participative, bien sûr. Une question un peu toxique, je crois que vous aimez bien ce domaine. Vous avez contesté dernièrement dans la presse, par votre presse, la politique de certains concurrents, de vos concurrents. Or, j'apprends par des voies détournées des réseaux sociaux, bien sûr, que vous faites partie du Conseil fédéral du Parti socialiste du ministère. Alors, où est la vérité dans tout ça pour que les gens puissent voter en toute conscience? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir comment vous allez pouvoir acquérir votre démocratie participative au niveau de la communauté des communes qui dirige notre commune, en fait. Là est la question. Et c'est un gros travail. Alors, pour la, je ne sais pas pour combien fois, oui, je suis membre du Parti Socialiste, je suis social-démocrate depuis 2007, je crois. Donc ça, c'est pas un scoop, hein. C'est même pas une nouveauté. Et contrairement à d'autres équipes de campagne, je n'ai pas fait un préalable de l'absence de toute étiquette pour mes colistiers. À tous, je leur ai dit la même chose. On est construit par nature, par notre éducation, par notre histoire. On est construit politiquement. Il est absolument inconcevable de se présenter devant ses électeurs en disant « je ne crois en rien, je suis une page blanche, je n'ai pas de conviction ». En plus d'être inconcevable, c'est idiot. Parce que si jamais c'était le cas, vous ne pouvez rien porter, rien défendre. Vous êtes une page blanche. Donc ce que je leur ai demandé à tous, c'est de venir tel qu'ils étaient, que chacun sache qui il est, que les autres le sachent, qu'on se mette d'accord sur les points qui nous rassemblaient et que tous, on soit en mesure de le défendre. C'est-à-dire que je suis socialiste, d'autres sont très à droite, d'autres sont centristes, d'autres sont écologistes, d'autres n'ont pas spécialement dans leur vie milité. En plus, personnellement, je suis politiquement à gauche, mais syndicalement, je suis à la CPME, je suis ce qu'on appelle un patron de gauche, vous allez savoir ce que c'est. Mais à partir de là, maintenant, ça fait depuis le début que c'est comme ça, que tout le monde le sait. Bon, si ça vous embête, je ne sais pas quoi dire. Bon, pour ce qui est de la défense de la... Alors, non pas de la démocratie participative à la CCPI,
mais de comment est-ce que nous, on va aller à la CCPI avec cette chose-là derrière nous. D'abord, la démocratie participative à la CCPI, elle existe en partie. Il y a aujourd'hui des travaux qui se font avec qui veut venir, ou qui est au courant en tout cas. Donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Le problème de la CCPI, c'est que lorsque ça a été créé, et surtout lorsqu'on a commencé à envoyer des élus, les électeurs que vous êtes ne voient pas bien le lien qu'il y a entre les gens qu'ils élisent à un moment et puis le fait qu'ils aillent à la CCPI, ce qu'ils y font, qu'est-ce qu'ils défendent, etc. Donc la CCPI devient un organe qui est de fait administratif. Il n'y a pas de politique CCPI définie. C'est bien un problème. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de politique, mais on a quand même besoin de décider des choses sur ce que doit être l'économie du littoral, du tourisme. Là, le Montrésir là, qui souffre, on va les laisser souffrir tout seuls. On ne va pas aller les chercher, on ne va pas les aider. Et pour ça, pour pouvoir défendre quelque chose à la CCPI dans le système actuel, ce n'est pas facile. Par contre, si derrière, il y a eu des commissions où on s'est réunis avec les commerçants, avec d'autres acteurs, et puis qu'on arrive à la CCPI en disant « c'est pas moi, représentant élu, qui vient vous voir, c'est derrière un groupe de citoyens, et c'est leur expression démocratique qui vous demande d'agir. Tant pis si c'est compliqué administrativement, vous vous débrouillez, politiquement, vous devez prendre une décision en phase avec la décision de ces gens. » C'est-à-dire que la démocratie participative, dans ce cas, c'est le levier que l'on peut utiliser, que l'on doit utiliser pour faire bouger ces assemblées qui sont devenues simplement des administrations. Alors, je ne sais pas si ce sera facile, mais c'est notre ambition, c'est notre volonté, on essaiera. Et si ça rate, on essaiera encore. Parce que la démocratie, c'est ce qui prime sur le reste. Jusqu'à présent. Bon, on va peut-être prendre une ou deux dernières questions, parce qu'il faut fermer le bâtiment. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je reviens sur l'emploi toxique. Hier soir, j'étais à une place ici avec M. Bacor, et il disait à l'Assemblée que le rachat de l'emprunt toxique, l'emprunt suisse, nous coûterait plus cher. Alors, ma question est simple. Est-ce que vous avez fait des simulations sur le rachat de cet emprunt? C'est totalement impossible. Il reste une douzaine d'années, je crois, de remboursement. Ça veut dire que pendant 12 ans, bon, je crois que c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, cet emprunt, en fait, ses intérêts sont réajustés. Donc, si pendant 12 ans, vous êtes capable de prédire quel va être le ratio, la parité euro-franc suisse, alors je pourrais vous faire une simulation. D'accord? C'est pour ça que c'est un truc qui est toxique. C'est-à-dire qu'au départ, il était sympathique cet emprunt. La parité a été calculée pour que ce soit bien. Simplement, accident de parcours, le franc suisse s'est envolé et on a pris une première secouée. Et en ce moment, c'est en train de chauffer. Hein. Donc, on peut, du jour au lendemain, doubler les intérêts à rembourser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer. C'est ça le problème. Elle est là, la toxicité. Si encore on avait... si le remboursement était capé par quelque chose. Donc, que M. Bacor dise que ça coûtera plus cher, eh bien, qu'il nous prête sa boule de cristal, je ne sais pas. Enfin, c'est aberrant qu'il puisse dire ça. On ne sait pas, c'est lié à la parité. Je ne peux pas vous dire qu'en achetant l'emprunt, on va gagner des sous. Hein, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je vous dis, c'est que le jour où on le rachète, on saura enfin ce qu'on doit. Et puis après, j'utilise le deuxième levier qui est de rallonger un peu la maturité. C'est-à-dire qu'on ne remboursera pas moins sur la totalité, mais l'idée c'est de se dégager mensuellement ou annuellement un peu de marge de manœuvre, puisque si on rembourse sur 15 ans par exemple au lieu de 12, il est évident que la mensualité baisse. Mais après c'est un calcul. Hein. Alors, pour vous rassurer, cependant, on a avec nous un banquier qui a fait pas mal de sa vie d'homme d'affaires en Suisse. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal conseillé là-dessus. Et puis dernière petite chose, petite blague, vous savez
Les banquiers qui ont fait ça appellent ce genre d'emprunt? C'est les emprunts potes. Prends l'oseille et tire-toi. Ça voulait dire bien ce que ça voulait dire. Hein. Ils savaient que c'était des emprunts qui étaient profondément malhonnêtes. Et il y a eu des condamnations. Une petite dernière? Bon, vous voulez répondre à tout? Bon, je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir participé. Effectivement, il y a un petit quelque chose à boire. Vous avez peut-être moins soif que moi. Vous serez les bienvenus. Bonne soirée, merci.